Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Heureux encore une fois de plus de vous retrouver en ce début de semaine. Donc c'est quand même mercredi parce que nous avions choisi la journée, disons le jour de mardi où nous nous reposons un peu. Nous allons prendre les titres, les grands titres des journaux qui paraissent sur l'internet. Donc nous avions choisi 3-4 journaux que vous pouvez aller lire ces informations-là. On se retrouve juste après cette lecture. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur le net. Nous commençons avec élection.net. Au Katanga, bloqué à Kinshasa, les députés de l'espace Grand Katanga ont atterri à Lubumbashi. Et puis, Maniama, la dissolution de l'Assemblée provinciale exigée. Et Sud Kivu, les anciens travailleurs de la MONUSCO dans la rue ce 14 août. On passe par Congo profond. Non, Congo profond. Forum sur les réformes électorales. Les députés FCC disent non et rappellent le cadre approprié pour cette démarche. Sud Kivu, la MONUSCO s'inquiète de l'escalade des violences intercommunautaires à Fizi, Mwenga et Uvira. Et puis, on passe par Actualité CD. Les émissaires d'Angela Merkel attendus à Kinshasa ce mercredi. Carline Zanzou a un plaidoyer à Kinshasa. Nous voulons que la question des groupes armés soit une priorité. Cela nous permettra d'asseoir l'autorité de l'État. Gouverneurs de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu veulent davantage d'implication du gouvernement dans la lutte contre les groupes armés. 120 jours de détention, Kamere, 8 demandes de libération provisoire rejetées. L'UNC demande l'implication de Félix Tshisekedi. Nous irons à 7 sur 7. La réouverture du procès Mukuna devant le TGI Gombe fixé au 17 août. Et puis Rutshuru retour au calme au lendemain de l'assassinat de 2 civils à Kinyandoni. Tanganyika, 8 personnes kidnappées par la milice à Panapale au Mont Campé. On se revoit demain donc dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci encore une fois de plus d'être venu. Voilà, donc nous avions dit que nous allons parler de l'identification du Congolais, donc du problématique aussi de l'article 10. Que dit l'article 10? Vous allez suivre ça ici. Mais aujourd'hui, notre problème, nous allons nous concentrer pourquoi l'identification? Comment est-ce que cette identification peut se faire? C'est ainsi que dans cette première émission, nous avions eu à causer avec un médecin. C'est quelqu'un de l'UDPS qui est depuis beaucoup d'années, je crois, dans l'UDPS. Il s'appelle le docteur Ilunga. Vous allez suivre son interview dans cette première émission. C'est un entretien avec qui nous avions avec lui. Vous allez écouter son point de vue et à la fin, donc dans la deuxième ou la troisième partie, parce que je préconise que nous puissions avoir 3 parties, je donnerai aussi mon point de vue et quelles sont les problématiques de ce recensement-là, donc de l'identification des Congolais et de ce recensement. On se retrouve donc à la fin de cette interview. Nous avions entamé une série d'émissions où nous disons ce n'est plus bon de dénoncer le méfait. Nous connaissons ce qu'est notre pays, le niveau où le pays est là. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses on ne cessera plus de dénoncer sans apporter la solution. Mais vous nous aviez suivis, nous nous sommes dit, ce temps ici, c'est
un temps où nous apportons des solutions. Et parmi la solution, nous nous sommes dit, la population, comment est-ce que nous pouvons identifier la population? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord sur la politique générale de notre pays, sur ce qui se passe actuellement? Bon, nous sommes en train d'observer, nous sommes dans une période que je peux dire transitoire, où il y a des forces qui impulsent les changements et des forces qui veulent le statu quo. Donc c'est une situation plus ou moins protagoniste, mais transitoire, je pense. C'est transitoire. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion? Donc nous avons une année, M. Félix. L'autre fois, je crois que vous m'aviez parlé que vous étiez de l'IDPS. Oui, je suis membre de l'IDPS. Vous êtes membre de l'IDPS. Ça fait une année presque. Ouais. Quel est le bilan que nous pouvons, que vous pouvez, votre lecture sur le bilan de cette gestion de Félix pendant une année? Ma lecture, c'est que je vois des signaux de bonne volonté. Personnellement, je vois des signaux de bonne volonté de la part du président de la République. Certainement, il travaille avec un gouvernement de coalition où il y a encore des forces qui tendent à maintenir un statu quo. Mais le processus de changement est en cours. Les réformes qu'il a fait au niveau de la justice, au niveau du régime des finances, je pense que ce sont des signaux qui me montrent que s'il continue sur cette voie-là, à un certain point, les changements vont commencer à se faire sentir. Mais ce n'est pas immédiat. Le changement, c'est un processus. C'est là que nous nous plaignons peut-être un peu trop vite, nous les Congolais, je pense. Ok. C'est un processus. C'est un processus. Je parlais que le Congo, c'était comme une maison qui a déjà atteint l'âge. La charpente est détruite, les fenêtres. Le Congo a 60 ans aujourd'hui. Nous sommes dans la 60e année. Donc, est-ce que vous pensez qu'à cette lancée d'unitarisme, nous pouvons toujours continuer à penser que nous pouvons améliorer les choses? Parce que l'unitarisme nous a fait échouer. Bon, la question de la forme de l'État avait déjà été discutée déjà au niveau de la conférence nationale vers les années 80, avec beaucoup d'armes. Beaucoup ont soutenu le fédéralisme. Finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il faut un unitarisme fortement décentralisé. La décentralisation existe là déjà dans les lois, mais pour qu'elle existe dans l'effectivité, on doit donner des pouvoirs réels aux entités décentralisées. C'est-à-dire que le pouvoir réel, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que les 40% rétrocédés qui posent encore des problèmes, mais qui doivent être rétrocédés aux provinces, doit arriver jusqu'aux entités décentralisées. En fait, ce n'est pas l'argent qui doit être laissé au niveau de la province où les gouverneurs vont bouffer cet argent. Non, ça doit arriver jusqu'au niveau des entités décentralisées où les responsables des communes et des territoires ont des comptes à rendre en termes de services à leur population locale, leur fournir de l'eau, s'assurer qu'ils ont de l'électricité, s'assurer qu'ils ont les soins qu'il faut, s'assurer que les écoles fonctionnent comme il faut. Donc il faut donner un pouvoir réel aux entités décentralisées. Ce n'est pas tellement un problème de proclamer fédéralisme comme des mots, même si on dit simplement unitarisme décentralisé. Pour moi, c'est suffisant, pourvu que ça soit réellement pratiqué. Le problème, nous sommes au niveau de la volonté politique de mettre ça réellement en action. Docteur, qu'est-ce que vous pensez qui est l'épine dorsale des solutions? Quelle est la solution que nous pouvons mettre sur table selon vous? Au Congo, est-ce que c'est un problème de la Constitution? Est-ce que c'est un problème de la forme de l'État? Est-ce que c'est un problème... qu'est-ce que vous pensez? Où est vraiment le nœud du problème pour que le Congo finalement puisse éclore? Bon, le Congo souffre essentiellement de deux problèmes. Il souffre d'un problème organisationnel. On n'a pas d'organisation. La base de l'organisation, c'est l'identification d'abord. Vous verrez que quand on va identifier la population, toutes les autres
volet de l'organisation, organisation de la banque, organisation de ceci, ça va commencer à aller un peu vite parce qu'on a déjà le soubassement. Même nous, en santé, nous souffrons parce que nous ne saurons pas organiser un système de couverture universelle de la santé tant qu'on n'a pas identifié la population. Donc il y a le problème d'organisation d'abord, et la base de l'organisation, je dis, c'est l'identification. Il y a un deuxième problème, le problème d'infrastructure des bases. Les infrastructures des bases, ce n'est pas toutes les infrastructures des fantaisies, mais les infrastructures des bases, c'est réellement les routes. Les routes qui vont joindre les provinces entre elles. Vous savez que l'Est et l'Ouest, nous sommes divisés par l'arc du fleuve. Oui. Le grand arc du fleuve nous divise, et l'Est est un peu surélevé, l'autre est en plateau. Maintenant, joindre les deux, il faut réellement des ponts qui traversent le fleuve pour joindre l'Est à l'Ouest. Et puis nous avons un problème des cultures différentes. À l'Est, nous avons été dominés par les Arabo-Swahili, et de l'autre côté, c'était les Portugais. Les Portugais, nous n'avons pas vraiment une culture jonctionnée. Donc, il faut d'abord l'infrastructure qui nous relie, l'Est et l'Ouest, qui doit traverser le fleuve. C'est pas facile. Faire par exemple un pont au niveau de Kisangani, faire un pont au niveau de Kassongo, un pont au niveau, à quel niveau encore on peut faire un pont? Au niveau de Luala, non, après Luala, c'est quoi là? Vers Kisangani? Non, vers Katanga. Parce que les vrais endroits pour lier l'Est à l'Ouest, il faut faire des ponts au niveau de Kisangani, au niveau de Kassongo, ça c'est le Maniema, et puis un peu en bas vers le Luala, voilà. J'ai oublié le mais donc, il faut faire de l'infrastructure routière pour lier le pays. Il faut de l'infrastructure routière pour lier le pays avec l'extérieur. Est-ce que là où on produit les minéraux, les routes peuvent arriver jusqu'à Matadi, ou bien on doit toujours passer par les autres pays, dépendre des pays extérieurs, et quand il y a la guerre, tout se coupe. Et donc, puis, la troisième chose pour l'infrastructure, donc je disais, l'infrastructure, c'est les routes, mais l'énergie aussi. Il faut capitaliser l'énergie qu'on a. Parce que les entreprises, les investisseurs ne vont pas travailler si l'énergie n'est pas distribuée dans le pays. On a le barrage d'Ima, mais l'énergie n'est pas distribuée dans le pays. Et troisièmement, dans l'organisation, je vois le système bancaire. Donc si le système bancaire ne fonctionne pas, c'est comme si on ne fait rien. Donc, mais là, je vous prends au mot en disant que, et là où moi aussi j'accepte, c'est le pouvoir à la base, et on commence par l'identification. On va donner le pouvoir à qui à la base? Donc il faut identifier les gens. Il faut identifier les gens. Comment ça peut se faire? Bon, identifier quelqu'un, c'est connaître son nom, c'est-à-dire nom, poste, nom, connaître la date de naissance, où il est né, où il habite, et quelle est sa physionomie, c'est-à-dire sa biométrie. Ok. Pour commencer à identifier, les premiers agents d'identification, je crois, ce sont les chefs des quartiers dans les entités décentralisées. Les chefs des quartiers. On va identifier tout le monde comme ça? Attendez, suivez. Les chefs des quartiers pour les villes et les chefs des collectivités ou villages pour les milieux ruraux sont les premiers agents d'identification. Parce que c'est lui qui peut te dire, tel habite à telle part, dans mon quartier, il s'appelle tel. C'est lui qui doit émettre cette attestation-là. C'est la première pièce pour identifier quelqu'un. La personne doit aller dans son quartier, il dit, moi je suis tel, je m'appelle tel.